La notification bancaire annonçant l'achat de la villa pour 800 000 € a frappé l'écran du téléphone de mon fils à 10h47 précise. À midi, mon propre téléphone bourdonnait déjà comme un frelon furieux, et le soir venu, j'étais devenue la femme la plus populaire de toute la région. Il m'aura simplement suffi de pulvériser les attentes financières de ma famille pour en arriver là. Si ces mots résonnent en vous, si vous vous installez pour écouter, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous m'écoutez. Laissez-moi vous brosser le tableau. Il y a 3 jours, c'était le 15 mars, mon 64e anniversaire, la même date immuable depuis 64 ans. Mais selon mon fils Bastien et son adorable épouse Célia, ce détail leur avait, d'une manière ou d'une autre, encore échappé cette année. Quelle curieuse coïncidence que cela tombe pile pendant leur petite escapade printanière annuelle avec la mère de Célia, Béatrice Vanneau, dont l'anniversaire tombe si opportunément, le 12 mars. Je ne suis pas dupe. J'avais percé à jour ce petit manège il y a environ 5 ans. Mais cette année, au lieu de dégainer ma routine habituelle faite de sous-entendus subtils et de culpabilisation déguisée, j'ai décidé de tenter une approche radicalement différente. Je n'ai absolument rien dit. Je n'ai pas mentionné mon anniversaire une seule fois. Je n'ai pas envoyé ces petits messages pathétiques pour leur rappeler que j'avais mon week-end de libre. Je me suis contenté de sourire et de leur faire un signe de la main pendant qu'ils chargeaient leurs bagages pour leur week-end spa à Megève. Dès que leur voiture a disparu au bout de ma rue, j'ai appris mon agent immobilier, Geneviève. Trouvez-moi la plus belle propriété face à la mer dans un rayon de 80 km. Le budget n'est pas un sujet. Elle a cru que je plaisantais. 4 heures plus tard, alors que nous nous tenions dans le vestibule en marbre d'une villa contemporaine à couper le souffle, surplombant les eaux azur de la Méditerranée du côté de Cassis, elle a compris que j'étais on ne peut plus sérieux. L'endroit avait absolument tout. Des baies vitrées immenses allant du sol au plafond, une cuisine d'architecte qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, une suite parentale avec cheminée et une terrasse qui vous donnait l'illusion de flotter au-dessus des vagues. « C'est 800 000 €, Madame Moncler », a murmuré Geneviève avec une prudence infinie, comme si elle m'annonçait un diagnostic fatal. « Je la prends. »« Vous ne voulez pas y réfléchir ? Peut-être en discuter avec votre famille ?» J'ai failli éclater de rire. À quand remonte la dernière fois que ma famille a discuté de quoi que ce soit avec moi, Geneviève ? J'ai 64 ans et j'ai passé la majeure partie de ces années à réfléchir. Transférer les fonds demain. C'était mardi. Le mercredi après-midi, l'acte de vente était à mon nom. Le jeudi matin, je publiais des photos sur tous les réseaux sociaux dont je me rappelais encore le mot de passe. Le salon avec vue sur la mer. L'îlot de cuisine où j'avais préparé une petite célébration pour une personne. La terrasse où j'avais savouré mon premier vrai dîner d'anniversaire depuis des décennies, avec du champagne et des plats emportés du restaurant le plus étoilé de la côte. La légende de la photo était sobre. Célébration d'anniversaire dans ma nouvelle maison. Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux que l'on s'offre à soi-même. C'est là que mon téléphone a commencé à s'affoler. Le premier fut Bastien, évidemment. L'écran a affiché son nom à 10h52, à peine 5 petites minutes après que l'alerte de sa banque a dû le frapper de plein fouet. Voyez-vous, Bastien surveille mes finances depuis la mort de son père. Pas officiellement, bien sûr, mais il s'est inscrit comme cotitulaire en cas d'urgence et a activé des alertes pour tout mouvement significatif. C'était sa façon de veiller sur maman, de s'assurer qu'elle ne prenne pas de décisions insensées avec son petit pécule. Touchant, n'est-ce pas ? J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Le deuxième appel est venu de Célia, à 11h15. Puis la grande Béatrice Vanneau elle-même, à 11h43. Puis Bastien de nouveau, à 12h02, 12h18 et 12h35. À 14h, j'avais 17 appels en absence et une avalanche de messages oscillant entre la fausse inquiétude, la confusion totale et une panique à peine contenue. Mon préféré venait de Célia. « Belle maman, nous sommes très inquiets pour vous. Cela ne vous ressemble pas du tout. S'il vous plaît, appelez-nous pour nous rassurer. Dites-nous que vous allez bien. » Cela ne me ressemblait pas. La pauvre fille.
Vous n'avez pas la moindre idée de qui je suis. Vous n'avez eu affaire qu'à cette version de moi-même qui se plie en quatre pour s'accommoder au confort de tous les autres. Aujourd'hui, vous faites la connaissance de Sylvie Monclerc, propriétaire et femme de ressources. J'ai passé l'après-midi à déballer les quelques cartons que j'avais rapportés de mon ancienne vie. Des objets personnels surtout, des albums photos, le service en porcelaine de ma grand-mère, le couvre-lit que ma mère avait brodé pour mon mariage. J'agençais ma nouvelle existence autour de moi, et je ne pouvais m'empêcher de sourire à chaque vibration de mon téléphone. 23 appels en absence à l'heure du dîner. Les messages devenaient de plus en plus désespérés, mais voici ce qu'ils ignoraient encore, ce que personne n'avait pris la peine de demander au cours des 5 années écoulées depuis la mort de mon mari. L'héritage de tante Hélène. Douce tante Hélène. Célibataire, vivant paisiblement dans sa grande bâtisse bourgeoise sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, collectionnant les bijoux anciens. La même tante Hélène que Bastien et Célia avaient croisée exactement 2 fois dans toute leur vie maritale, et à l'enterrement de laquelle ils n'avaient même pas daigné assister en septembre dernier. Tante Hélène, qui a légué la totalité de son patrimoine à sa chère nièce Sylvie, le seul membre de la famille qui prenait le temps de lui rendre visite, 1,2 million d'euros, pour être tout à fait précise. Après impôts et frais de succession, il me restait suffisamment d'argent pour faire exactement ce qui me chantait, pour la toute première fois de ma vie d'adulte. Et ce qui me chantait, c'était de cesser d'être un fantôme au sein de ma propre famille. Je me suis servi un verre de vin frais tiré de ma nouvelle cave intégrée, et je me suis assis sur ma terrasse, regardant le soleil plonger dans une mer qui, d'une certaine manière, m'appartenait désormais. Le téléphone vibrait toujours, mais j'avais coupé le son. Le lendemain apporterait son lot de conversations houleuses, d'explications et de dynamiques familiales profondément inconfortables. Mais cette nuit était à moi. Pendant 6 ans, mon anniversaire avait été traité comme une anomalie fâcheuse dans leur emploi du temps. Pas officiellement, cela va de soi. Il y avait toujours une excuse, toujours un imprévu de dernière minute. Et quelle tragédie, n'est-ce pas, que cela tombe systématiquement le jour de ma fête. La première année, c'était compréhensible. Béatrice Vanneau était tombée et s'était fracturé la hanche à peine 3 jours avant mon anniversaire. Bastien et Célia avaient dû se précipiter à Bordeaux pour l'aider à réaménager sa maison. Urgence familiale. Impossible à éviter. Nous fêterions ça à leur retour. Sauf que nous n'avons jamais rien fêté. Quand ils sont rentrés, c'étaient les préparatifs de Pâques, puis le grand nettoyage de printemps, et soudain, c'était l'été. Mon anniversaire s'était simplement évaporé dans les limbes du passé. La 2e année, Béatrice a eu une alerte cardiaque qui s'est avérée n'être qu'une crise d'angoisse couplée à un abus de caféine. Mais on ne le sait pas quand on reçoit l'appel paniqué, n'est-ce pas? Les voilà donc repartis pour Bordeaux, me laissant avec un misérable gâteau de supermarché et la promesse qu'ils se rattraperaient bientôt. Les années 3 et 4 ont suivi exactement la même partition. Des urgences différentes, le même calendrier, le même résultat. Moi, assis seul le 15 mars, feignant que cela ne me déchirait pas le cœur de voir mon fils unique privilégier les crises fabriquées de sa belle-mère au détriment de sa propre mère. Mais c'est la 5e année qui m'a dessillé les yeux. J'étais allé faire des courses ce fameux après-midi, m'apitoyant sur mon sort et planifiant une énième célébration solitaire. Et c'est là que je les ai vus. Bastien, Célia et Béatrice Vanneau, riant aux éclats autour d'un déjeuner dans le nouveau bistrot chic du centre-ville. C'était le lendemain de mon anniversaire, le jour même, notez bien, où j'avais reçu un message expéditif m'informant que Béatrice était bien trop faible pour recevoir des visites après sa dernière frayeur médicale. Elle avait l'air remarquablement vigoureuse pour quelqu'un de prétendument cloué au lit par des vertiges. Suffisamment vigoureuse pour lever une flûte de champagne. Bref. Je suis resté assise dans ma voiture sur ce parking pendant 20 longues minutes, regardant mon fils célébrer la mère d'une autre, tandis que la sienne avait passé la veille à se demander ce qu'elle avait bien pu faire de mal pour mériter d'être oubliée, année après année. C'est à cet instant précis que j'ai compris.
Ce n'était pas une série de malheureuses coïncidences. C'était un choix. Béatrice Vanneau avait décrété que la 2e semaine de mars lui appartenait, et mon fils avait décidé que maintenir la paix avec sa femme était infiniment plus important que d'éviter à sa propre mère de se sentir comme une étrangère dans sa propre lignée. Alors, cette année, quand Mars a pointé le bout de son nez et que j'ai commencé à repérer les signaux familiers, les mentions faussement innocentes sur la fatigue de Béatrice, les suggestions de reporter nos plans à plus tard dans le mois, j'ai moi aussi fait un choix. J'ai choisi le silence. Au lieu de ma campagne habituelle de doux rappels et de suggestions pleines d'espoir, je n'ai pas dit un mot. Quand Célia a mentionné qu'ils envisageaient de rendre visite à Béatrice ce week-end-là, j'ai simplement souri en disant « Oh, ce sera charmant pour vous ». Quand Bastien a appelé pour demander si j'avais quelque chose d'important de prévu le 15, je lui ai répondu que je gardais mon emploi du temps flexible. Ils sont partis le vendredi après-midi, le visage barbouillé d'une culpabilité de façade et de promesses d'appel. Je leur ai fait un signe de la main depuis le porche. Et dès que leur voiture a tourné au coin de la rue, j'ai appelé Geneviève. Maintenant, assise dans ma nouvelle villa, les pieds posés sur des meubles qui n'avaient jamais connu l'intérieur d'une réunion de famille à laquelle je n'étais pas convié, je ne pouvais m'empêcher de savourer l'ironie de la situation. Ils m'avaient si bien entraîné à être invisible qu'ils avaient oublié de prêter attention au moment où je disparaissais pour de bon. Mon téléphone s'est illuminé. Un nouvel appel. Bastien. Pour la 4e fois en 1 heure. Cette fois, j'ai décroché. « Allô, mon grand ?» ai-je dit d'une voix sereine et veloutée. « Maman, Dieu merci. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? » Geneviève, de l'agence immobilière, a appelé. Elle dit que tu as acheté une maison. Une maison à 800 000 €. C'est exact. Elle est splendide, Bastien. Une propriété face à la mer, exactement comme j'en ai toujours rêvé. Un silence lourd s'est abattu à l'autre bout du fil. Puis, « Maman, tu te sens bien? Ça, ce n'est pas du tout toi. » Et voilà. Cette fameuse phrase, encore. Comme s'il était une petite souris prévisible, incapable de prendre une décision sans l'approbation d'un comité d'éthique. Je me sens merveilleusement bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années en réalité. Comment se passe l'anniversaire de Béatrice? Nouvelle pause. Ça se passe bien. Mais maman, il faut qu'on parle de cet achat. C'est une décision financière colossale. Tu aurais dû nous consulter d'abord. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que tu ne penses pas clairement. On n'achète pas une maison de 800 000 € sur un coup de tête. Je me suis approché de mes nouvelles baies vitrées. Un voilier glissait lentement sur l'eau, ses voiles blanches capturant les derniers rayons du soleil. Et qui te dit que c'était un coup de tête? Maman, tu n'en as pas les moyens. L'assurance vie de papa était confortable, d'accord, mais pas au point de claquer des millions. À quoi pensais-tu? La voilà, la présomption qui dictait notre relation depuis des années. Bastien avait décidé que j'étais financièrement fragile, émotionnellement friable et probablement intellectuellement déclinante. Une femme qui nécessitait d'être encadrée, protégée de son propre manque de discernement. « Bastien », ai-je repris d'une voix douce mais tranchante, « il y a un certain nombre de choses que tu ignores concernant ma situation financière. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je ne suis pas la veuve sans défense que tu t'évertues à gérer. Cette conversation est loin d'être terminée, mais pour l'instant, j'ai une nouvelle maison à apprécier et un anniversaire à fêter. « Maman, attends !» J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement repris son bourdonnement. Je l'ai éteint, purement et simplement, et me suis resservi un verre de vin. Demain apporterait son lot d'explications douloureuses, oui. Mais cette nuit m'appartenait toujours. L'héritage qui avait tout fait basculer dormait sur mon compte depuis 6 mois, avant même que je ne glisse à Bastien que tante Hélène était morte. Je sais ce que vous pensez. Quel genre de personne tait le décès d'un membre de sa famille? Mais voici la vérité brute sur tante Hélène. Aux yeux de ma famille, elle n'existait pratiquement pas. Bastien l'avait vue 2 fois en 38 ans. Célia lui avait serré la main à notre mariage et avait oublié son prénom dans la seconde. Quand je la mentionnais,
Je ne récoltais que des hochements de tête polis et des regards vitreux. Hélène était la sœur de mon père. Une femme qui avait choisi sa carrière plutôt que le mariage, à une époque où cela faisait encore jaser. Elle avait commencé comme secrétaire pour finir vice-présidente d'une grande compagnie d'assurance à Lyon. Elle avait acheté sa maison bourgeoise dans les années 80, quand les pentes de la Croix-Rousse étaient encore abordables, et avait passé 40 ans à réaliser des placements discrets mais redoutablement intelligents. J'étais la seule de la famille à lui rendre visite régulièrement. Tous les 2 mois, je prenais la route pour Lyon, et nous passions le week-end ensemble. Nous écumions les musées, testions de nouvelles tables, flânions dans le parc de la Tête d'Or. Elle me racontait ses voyages, me montrait sa collection d'art, évoquait sa relation complexe avec notre père, qui ne lui avait jamais vraiment pardonné de refuser de se ranger. Hélène était piquante, drôle, et ne s'excusait jamais de vivre selon ses propres règles. Exactement l'inverse de ce qu'on m'avait enseigné sur la façon dont une femme devait se comporter. Quand on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en mai dernier, c'est moi qui me suis assise à ses côtés pendant la chimiothérapie. C'est moi qui l'ai aidé à mettre ses affaires en ordre quand il est devenu évident que les traitements ne fonctionnaient pas. C'est moi qui lui tenais la main quand elle s'est éteinte, un mardi matin très calme de septembre. Bastien et Célia ont fait livrer des fleurs pour l'enterrement. Ils étaient en week-end dégustation dans les vignobles alsaciens et ne pouvaient décemment pas annuler. Après la cérémonie, le notaire d'Hélène, maître Marc Roche, m'a demandé de rester. « Sylvie, votre tante a laissé des instructions très précises concernant sa succession, » a-t-il dit en me tendant une enveloppe scellée. Elle tenait à ce que vous lisiez ceci en privé. À l'intérieur, une lettre rédigée avec la calligraphie parfaite d'Hélène. Ma très chère Sylvie, si tu lis ceci, c'est que j'ai tiré ma révérence et que tu es probablement assise dans le bureau de Marc, essayant de ne pas pleurer devant un inconnu. Arrête. J'ai vécu exactement la vie que je désirais et je ne regrette rien. Voici ce que tu dois savoir. Je t'ai tout légué. La maison, les portefeuilles d'investissement, la collection d'art, tout. Non pas parce que tu es ma seule parente en vie, mais parce que tu es la seule à m'avoir jamais regardée comme une personne, et non comme une obligation ou une anomalie honteuse. J'ai observé la dynamique de ta famille pendant des années, et il faut que tu comprennes une chose. Ton fils t'aime, oui, mais il a été programmé, par cette épouse qui est la sienne et par la mère de celle-ci, pour te percevoir comme un fardeau à gérer, et non comme une femme méritant le respect. Elles lui ont fait croire que tu es fragile, que tu as besoin de sa protection, qu'on ne peut pas te faire confiance pour prendre tes propres décisions. C'est une forme de contrôle insidieuse, et je l'ai vu détruire trop de femmes de notre génération. On te fait douter de ton propre jugement, puis on vient t'aider en prenant le contrôle de ta vie, morceau par morceau. Ne les laisse pas te faire ça, Sylvie. Tu es plus forte et plus brillante qu'ils ne te l'ont jamais permis. Utilise cet héritage pour te souvenir de qui tu étais avant de devenir la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la responsabilité de quelqu'un. Vis avec audace. Rappelle-leur que tu n'es pas juste la mère vieillissante de Bastien. Tu es Sylvie Monclerc, et tu mérites mieux que d'être une note de bas de page dans l'histoire de ta propre famille. Les chiffres que Maître Roche m'a présentés ensuite donnaient le vertige. La maison d'Hélène valait 350 000 €. Ses comptes bancaires affichaient 250 000 €. La collection d'art, rassemblée avec une patience infinie sur des décennies, était estimée à 1,3 million d'euros. Après le règlement des droits de succession, j'héritais d'un peu plus de 1,2 million d'euros net. Je suis restée assise dans le cabinet notarial pendant 1 heure, fixant les documents, ressassant les mots d'Hélène. Elle avait raison pour Bastien et Célia. Ces dernières années, il s'était érigé en tuteur, prenant des décisions sur ce qui était le mieux pour maman, sans jamais me demander ce que moi je voulais. À la mort de mon mari, Bastien avait immédiatement insisté pour être co-titulaire de mon compte en cas d'urgence. Il m'avait convaincu de prendre un forfait téléphonique simplifié, arguant que les smartphones modernes étaient trop complexes pour quelqu'un de mon âge. Il avait pris en main la gestion de mes placements parce que la planification financière était trop stressante pour moi.
Peu à peu, j'avais cessé de prendre des décisions et j'avais commencé à accepter leurs directives. C'était plus facile que de se battre. Et je me répétais qu'il le faisait par amour. Mais l'héritage d'Hélène a tout balayé. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais le pouvoir financier de décider sans quérir l'approbation de quiconque. La question était, qu'allais-je en faire? J'ai gardé le secret pendant des mois, observant ma famille avec une acuité nouvelle. Les sourires condescendants quand je parlais de voyager, les regards entendus que Célia échangeait avec Bastien dès que j'émettais une opinion sur autre chose que le menu du dîner. Cette présomption tenace que je serais toujours disponible pour m'adapter à leurs contraintes. Et puis mars est arrivé. Avec son schéma habituel, sacrifier mon anniversaire sur l'autel du dernier drame de Béatrice Vaneau. J'ai su très exactement ce que je devais faire. Je voulais cesser d'être invisible. L'achat de la villa n'était qu'un prélude, une déclaration de guerre silencieuse, signifiant que Sylvie Moncler n'accepterait plus d'être un second rôle dans sa propre existence. Les appels paniqués de Bastien et les messages de Célia prouvaient que le message était bien passé. Mais ils étaient à 1000 lieues d'imaginer la suite. La belle bâtisse lyonnaise était toujours dans mon portefeuille, tout comme plusieurs autres investissements dont je n'avais jamais soufflé mot. La collection d'art dormait dans un garde-meuble sécurisé, attendant que je décide où l'exposer. Et les 400 000 € restants généraient de confortables intérêts pendant que je préparais la prochaine phase de ma nouvelle vie indépendante. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Bastien. « Maman, on écourte le séjour. On rentre. Il faut qu'on parle de cette maison. Ne prends aucune autre décision importante avant qu'on arrive. » J'ai souri et j'ai tapé. « Prenez votre temps. Je ne vais nulle part. » Je me suis bien gardé de mentionner que j'avais rendez-vous le lendemain avec un conseiller en gestion de patrimoine pour diversifier mes investissements, ni que j'avais contacté 3 agences de voyage pour organiser ce tour d'Europe dont je rêvais depuis si longtemps. Certaines surprises méritent qu'on les attende. Bastien débarquait à la villa à 7h30 le samedi matin, avec un jour et demi d'avance sur son retour prévu de Bordeaux. Il se tenait sur mon perron, avec l'allure d'un homme qui a roulé toute la nuit, ce que ses vêtements froissés et ses yeux cernés confirmaient amplement. « Il faut qu'on parle », a-t-il lancé sans le moindre préambule. « Bonjour à toi aussi, mon grand. Entre, je vais faire couler le café. » Il m'a suivi à travers le vestibule en marbre jusqu'à la cuisine, les yeux balayant l'espace dans tous les sens, comme s'il inventoriait les preuves de ma supposée démence sénile. Je me suis affairé autour de la machine à café, un bijou rutilant en acier brossé qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de son propre prêt immobilier. « Maman, c'est de la folie pure. Tu ne peux pas acheter une maison à 800 000 € sans en discuter avec personne. À quoi pensais-tu » Je lui ai servi son café avec une lenteur exaspérante. Je pensais que je suis une femme adulte, avec mon propre argent, et que j'avais envie d'une maison. Tu veux un nuage de lait ? Ne sois pas sarcastique, c'est grave. As-tu la moindre idée du gouffre financier dans lequel tu te jettes ? Rien que la taxe foncière va être astronomique. Environ 4 000 € par an, ai-je répondu avec placidité. C'est déjà budgétisé. Bastien m'a dévisagé, médusé. Comment pourrais-tu budgétiser ça ? Maman, l'assurance vie de papa, c'était 150 000 €. Même avec tes économies et ta pension de retraite, tu n'as pas ce genre de capital. Et voilà, le moment que j'attendais. Mon cher fils avait été si occupé à microgérer mes finances selon son propre prisme qu'il n'avait jamais pris la peine de s'enquérir de ma véritable situation. « Bastien, à quand remonte la dernière fois que tu as vérifié mes relevés de compte ? Les vérifier réellement, pas juste guetter une activité suspecte. » Il a hésité, visiblement mal à l'aise. « Je vérifie s'il y a de gros retraits, des transactions anormales, pour te protéger des arnaques ou des mauvaises décisions. » Me protéger. Quelle délicatesse. J'ai posé les 2 tasses fumantes sur l'îlot central. Ce que tu as fait, c'est fliquer mes dépenses sans rien comprendre à mes revenus. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je me suis assise sur l'un des tabourets hauts et lui ai fait signe d'en faire autant. Derrière les immenses baies vitrées, la mer scintillait sous le soleil matinal. Une journée parfaite pour une conversation douloureuse. Cela veut dire que depuis 6 mois, tu me traites comme une petite vieille, aux revenus modestes qu'il faut protéger de ses pulsions d'achat. Ce que tu ignorais, c'est que j'ai hérité de 1,2 million € de tante Hélène.
La tasse de Bastien s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Tante Hélène est décédée en septembre. Elle m'a tout légué. C'est impossible. Tante Hélène n'était personne. Elle travaillait dans les assurances. Elle a été vice-présidente de cette compagnie pendant 20 ans. Elle possédait des biens immobiliers de prestige à Lyon et un portefeuille d'actions extrêmement solide. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir, puisque tu n'as jamais daigné apprendre à la connaître. Bastien reposait sa tasse sur le marbre, les mains tremblantes. 1 200 000 euros. Et tu ne m'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu as passé les 5 dernières années à me persuader que j'étais incapable de prendre la moindre décision financière. Pourquoi irais-je consulter quelqu'un qui pense que j'ai besoin d'un tuteur pour acheter mes légumes? Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire, Bastien. Tu m'as traité comme une enfant incapable depuis que ton père n'est plus là. Les comptes joints pour que tu puisses éplucher mes dépenses. Le forfait de téléphone bloqué parce que la technologie est soi-disant trop confuse pour une femme de mon âge. La gestion de mon épargne parce que c'est trop stressant pour moi. Son visage virait au cramoisi, comme lorsqu'il se faisait prendre en flagrant délit de mensonge à l'adolescence. J'essayais juste d'aider. Célia disait que les personnes d'un certain âge prenaient parfois de mauvaises décisions, que la famille devait intervenir avant que je ne dépense mon propre argent pour ce qui me fait plaisir, au lieu de ce que vous validez. Maman, c'est injuste. Nous n'avons jamais essayé de contrôler tes dépenses. J'ai eu un rire qui a sonné plus sec que je ne l'aurais voulu. Bastien, éplucher mes comptes et remettre en question le moindre achat au-dessus de 500 euros, c'est la définition littérale de contrôler mes dépenses. Le silence s'est étiré pendant de longues minutes. Bastien regardait la mer, le regard vide, tentant de digérer cette montagne de nouvelles informations. J'ai bu une gorgée de café et j'ai attendu. Après 38 ans de maternité, je savais quand forcer le trait et quand le laisser cheminer seul. Il a fini par rompre le silence. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour tante Hélène? Parce que je voulais voir comment tu réagirais le jour où je prendrais une décision en totale indépendance. Et ta réaction a été exactement celle que j'attendais. La panique, la colère et la certitude absolue que je suis incapable de gérer ma propre vie. Je ne suis pas en colère, a-t-il protesté, bien que le timbre de sa voix prouvât le contraire. Je suis inquiet. Cette maison, ce n'est pas toi, maman. C'est trop grand, trop cher, trop... M'as-tu vu? Trop m'as-tu vu? Pour qui? Pour une vieille veuve qui devrait se satisfaire des quelques miettes d'attention que sa famille daigne lui jeter? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, que si. À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé ce que je voulais, Bastien? Quels étaient mes rêves, mes projets pour l'avenir? À quand remonte la dernière fois où tu m'as considéré comme une personne avec ses propres désirs et non comme un passif à gérer? Il est resté silencieux très longtemps. Quand il a enfin relevé les yeux vers moi, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était plus de la colère. C'était une forme de prise de conscience. Je croyais te protéger. Me protéger de quoi? De vivre ma vie? De faire des erreurs? De laisser le monde changer trop vite autour de moi? J'ai tendu la main au-dessus de Lido pour couvrir la sienne. Mon grand, je t'ai élevé. J'ai géré l'administratif des affaires de ton père pendant 30 ans. J'ai navigué dans l'existence jusqu'à devenir veuve. Je crois que je peux survivre à l'achat d'une maison. Bastien a hoché la tête très lentement. Et Célia ne veut pas voir cet endroit? J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. Célia est restée à Bordeaux avec Béatrice. Elle prolonge leur séjour. Apparemment, l'achat de cette maison est exactement le genre de comportement erratique contre lequel Béatrice l'avait mise en garde. Elle pense que je fais une sorte de décompensation psychiatrique. C'est le cas? Si le fait de me défendre et de m'affirmer s'apparente à une décompensation, alors oui, j'en fais une magnifique. La vraie question, c'est: vas-tu me soutenir ou vas-tu continuer à me traiter comme un problème à résoudre? Bastien a balayé ma nouvelle cuisine du regard. L'électroménager hors de prix, le marbre immaculé, la vue qui valait probablement plus cher au mètre carré que sa propre maison. C'est vraiment ça que tu veux? C'est vraiment ça que je veux. Il a acquiescé pensivement.
Alors je suppose qu'on va devoir trouver un moyen de s'y faire. Ce n'était pas la grande déclaration de soutien dont j'avais secrètement rêvé, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis son arrivée, Bastien ressemblait à mon fils, et non à un banquier venu m'annoncer la saisie de mes biens. Cet après-midi-là, nous sommes restés sur la terrasse, à parler de choses que nous n'avions pas abordées depuis des années. Mes envies pour ma retraite, ses angoisses concernant son propre avenir, la façon dont nous avions tous les deux changé depuis la disparition de son père. Ce fut l'échange le plus authentique que nous ayons eu depuis des mois. Mais je savais que la véritable épreuve de force restait à venir. Célia et Béatrice ne tarderaient pas à rappliquer. Et elles n'allaient pas digérer cette nouvelle version de moi-même avec autant de docilité que Bastien commençait à le faire. Le dimanche soir, mon téléphone s'était métamorphosé en un véritable champ de bataille de drames familiaux. La rumeur de l'achat de la villa s'était propagée dans la famille comme un feu de broussailles en plein Mistral, et chacun avait un avis sur ce que cela signifiait, ce que je devais faire, et surtout sur ce qui clochait chez moi. La première attirée fut ma sœur, Diane. « Sylvie, j'ai entendu parler de ta maison. Tu nous fais une crise de la soixantaine ?» J'ai 64 ans, Diane. Si c'est ma crise du milieu de vie, je compte bien vivre jusqu'à 128 ans. Ce n'est pas drôle. Bastien se fait un sang d'encre. Célia est dans tous ses états, et Béatrice pense que tu as peut-être besoin d'une sorte d'intervention. Béatrice pense. Évidemment qu'elle pense. Béatrice Vanneau avait des opinions sur tout et tout le monde, et d'une manière ou d'une autre, ses paroles étaient devenues paroles d'évangile pour ma belle-fille. Une intervention. Pourquoi exactement ? Pour avoir acheté de l'immobilier avec mon propre argent ? Pour prendre des décisions colossales sans consulter la famille ? Pour t'isoler de ceux qui t'aiment ? Pour flamber ton argent de manière irresponsable alors que tu devrais penser à tes futurs besoins de prise en charge ? J'ai failli m'étrangler de rire. Mes besoins de prise en charge. Comme si j'avais déjà un pied dans un EHPAD au lieu d'être une femme de 64 ans, en pleine possession de ses moyens, avec une excellente mutuelle et assez de liquidités pour embaucher du personnel à domicile le jour où j'en aurais besoin. Diane, laisse-moi te poser une question. Quand toi et Robert avez acheté votre appartement en Normandie, vous avez demandé l'autorisation à quelqu'un ? Ce n'est pas pareil. Robert et moi en avons discuté ensemble. Et moi, j'en ai discuté avec moi-même, longuement. Je ne suis pas marié, Diane. Je n'ai besoin de la permission de personne pour dépenser mon argent. Le deuxième appel est venu de mon neveu, Maxime, le fils aîné de Diane. Tante Sylvie, maman m'a demandé de t'appeler. Tu te sens bien ? Je me sens merveilleusement bien, Maxime. Et toi ? Eh bien, je suis un peu perplexe. Honnêtement, cette histoire de maison, ça ne te ressemble pas. Encore cette phrase. Ça ne me ressemble pas. Comme si le conseil de famille s'était réuni pour statuer sur l'identité de Sylvie Monclerc et que toute déviation du cahier des charges était un symptôme de folie. Maxime, qu'est-ce qui me ressemble, selon toi ? Quel genre de personne crois-tu que je suis ? Je pense que tu es pragmatique, prudente. Quelqu'un qui réfléchit à tout et qui ne prend pas de décisions impulsives. Et tu crois que l'achat de cette maison était impulsif ? Ben ouais, un peu. J'ai posé les yeux sur ma terrasse, où j'avais passé la matinée à lire et à boire mon café en regardant les bateaux croisés au large. Ça fait 2 ans que je visite des biens en bord de mer, Maxime. J'ai planifié cet achat pendant des mois. La seule chose impulsive, c'était le timing. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas attendre l'été ? Il y aurait eu plus de choix. Parce que j'en ai eu assez qu'on m'oublie le jour de mon anniversaire. Parce que j'ai compris que si j'attendais l'aval de ma famille pour vivre ma vie, je mourrais en attendant. Parce que parfois, il faut faire un geste spectaculaire pour rappeler aux gens que l'on existe. Parce que j'ai trouvé la maison parfaite et que j'en avais les moyens. Parfois, la vie est aussi simple que ça. Le troisième appel était celui que je redoutais le plus. Célia. Appelant depuis Bordeaux, avec Béatrice très certainement en embuscade derrière elle. « Belle maman, il faut qu'on parle. »« Bonjour Célia. Comment se passent vos vacances prolongées ? » ?»« Ce ne sont plus des vacances. Nous sommes restés parce que nous sommes très inquiètes pour vous.
Béatrice pense que l'achat de cette maison pourrait être le signe précurseur d'un déclin cognitif. Béatrice pense le retour. Et vous, Célia, qu'en pensez-vous? Un silence. Je pense que vous agissez de manière très différente de d'habitude. C'est peut-être justement le but de la manœuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai peut-être eu assez d'être le petit personnage étriqué que vous aviez façonné pour moi. J'ai peut-être eu envie de voir ce qui se passerait si je me comportais comme un être doté de libre arbitre et d'indépendance financière, au lieu de la vieille mère qui nécessite une surveillance constante. Personne ne vous surveille. Bastien épluche mes relevés bancaires. Lui et vous planifiez les événements familiaux sans jamais me demander ce que je souhaite. Béatrice dispense des conseils sur mes choix de vie, comme si elle avait une quelconque autorité sur moi. Si ce n'est pas de la surveillance, comment appelez-vous ça? Nouvelle pause. J'ai entendu des chuchotements en fond sonore. Béatrice, sans aucun doute, lui dictant son texte. Nous craignons que vous ne preniez des décisions trop lourdes de conséquences sans les avoir mûries. Célia, je suis une femme adulte, diplômée de l'enseignement supérieur, avec 30 ans d'expérience dans la gestion d'entreprise. Je crois que je suis intellectuellement armée pour acheter une maison. Une maison de 800 000 €, belle maman. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Non, en effet. C'est la maison que je voulais. Et comme je pouvais me l'offrir, je l'ai achetée. Tout comme Bastien et vous avez acheté la vôtre parce qu'elle vous plaisait et que vous en aviez les moyens. C'est différent. Nous sommes plus jeunes, nous avons des salaires, nous avons consulté des conseillers financiers. Moi aussi j'ai des revenus. Substantiels à vrai dire. Et j'ai, moi aussi, consulté un conseiller. À partir de là, la conversation s'est embourbée. Célia devenait de plus en plus tendue, visiblement frustrée de voir que ses techniques de manipulation habituelles glissaient sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Quand nous avons fini par raccrocher, elle a annoncé que Béatrice et elle écourteraient leur séjour pour venir avoir une vraie conversation sur mes choix de résidence. Le 4e appel venait de Bastien, manifestement briefé par sa femme. « Maman, je crois qu'il faut qu'on s'assoie tous ensemble, en famille, pour parler de cette situation. » Quelle situation? Celle où j'ai acheté une maison que j'adore avec l'argent que je possède? La situation où tu as pris une décision monumentale sans te soucier de l'impact que ça aurait sur nous tous. Et il était là, le véritable nœud du problème. Non pas que j'ai pris une mauvaise décision, mais que j'ai pris une décision qui contrait leur plan pour la gestion de ma vie. Bastien, en quoi le fait que je vive dans une magnifique maison face à la mer t'impacte-t-il négativement? Ça ne m'impacte pas. Mais ce n'est pas une question de maison, maman. C'est le schéma comportemental. Le secret autour de l'héritage, l'achat compulsif. La façon dont tu nous exclus des décisions importantes. Je ne vous exclus de rien. J'ai simplement cessé de vous demander la permission de vivre ma vie. N'est-ce pas plutôt cela que tu veux dire? Mais non! Parce que de là où je suis, j'ai surtout l'impression que vous êtes ulcéré parce que je n'ai pas tamponné le formulaire de demande d'approbation avant de disposer de ma propre existence. Quand j'ai fini de répondre à tous les appels et messages, il était plus de 21 heures. Je me suis servi un verre de vin et je me suis assis sur la terrasse, bercé par le ressac des vagues contre les rochers. Ma famille était en état d'alerte maximale à cause de mon achat immobilier. Pas parce que c'était un mauvais investissement ou parce que j'allais me ruiner, mais parce que j'avais osé agir en toute indépendance. Parce que j'avais refusé de continuer à jouer le rôle de la parente âgée et dépendante, suspendue à leurs conseils et à leur protection. Demain, Célia et Béatrice débarqueraient, gonflées d'indignation morale, prêtes à m'expliquer par A plus B pourquoi je devais revenir à la raison. Elles apporteraient probablement des brochures imprimées avec des options de logement plus adaptées. Elles iraient peut-être jusqu'à suggérer que mon discernement était altéré et que j'avais besoin d'une mise sous tutelle plutôt que de liberté. Mais ce soir-là, j'étais assise chez moi, sur ma propre terrasse, buvant mon propre vin et forgeant mes propres projets. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais moi-même, la vraie Sylvie Moncler, pas la mère de quelqu'un, pas le fardeau de quelqu'un,
pas la responsabilité de quelqu'un, juste moi. L'invasion programmée a eu lieu le lundi matin. Célia et Béatrice Vanneau ont sonné à ma porte à 8 heures pile, armés d'un classeur bourré d'annonces immobilières, d'une pile de brochures sur la gestion de patrimoine et de visages affichant une profonde sollicitude maternelle qui peinait à masquer leur irritation bouillonnante. Béatrice a jeté un regard circulaire au vestibule en marbre et a renâclé. « Eh bien, c'est grand, on ne peut pas le nier. Bonjour à toi aussi, Béatrice. Célia, entrez. Je vais faire du café. » Elles m'ont suivi dans la cuisine, tels les émissaires du ministère des mauvais choix de vie. Les yeux de rapace de Béatrice inventoriaient déjà tout ce qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. L'électroménager hors de prix, le carrelage d'importation, la vue qui valait sans doute plus que ce qu'elle gagnait en une décennie. « Sylvie », a commencé Béatrice, s'installant sur un tabouret de l'îlot central, avec l'assurance de celle qui mène un interrogatoire. « Nous devons parler de ce qui se passe réellement ici. Ce qui se passe, c'est que j'ai acheté une maison. Tu prends un nuage de lait ? Ne sois pas sarcastique. » Béatrice a ouvert son classeur et en a extirpé ce qui ressemblait à une présentation PowerPoint imprimée. Cet achat cristallise plusieurs schémas comportementaux très inquiétants que Célia et moi avons analysés. Évidemment. Ma belle-fille et sa mère avaient disséqué ma santé mentale comme s'il s'agissait d'une étude de cas en psychogériatrie. Et quels seraient ces schémas ? Célia a pris le relais, le ton manifestement répété à l'avance. Le secret autour de changements financiers majeurs, des décisions impulsives, un retrait social des activités familiales. Et maintenant, cet achat qui, très franchement, semble davantage conçu pour prouver quelque chose que pour répondre à de véritables besoins en matière de logement. Fascinante théorie. Et qu'est-ce que j'essaierai de prouver selon vous ? Béatrice s'est penchée en avant, adoptant cette voix doucereuse qu'elle réservait probablement aux clients difficiles dans son agence d'assurance. Que tu n'as pas besoin de l'avis de ta famille pour les grandes décisions, que tu es toujours capable de gérer des transactions complexes, que tu n'es pas prête pour le type de résidence avec service qui serait plus approprié pour quelqu'un de ton âge. Résidence avec service. J'ai failli recracher mon café. C'est donc comme ça qu'on appelle les EHPAD pour riches maintenant. Nous ne parlons pas de maison de retraite, s'est empressée d'ajouter Célia. Nous parlons de logements adaptés, avec des infrastructures de soutien et une vie en communauté. J'ai baissé les yeux vers les dépliants qu'elle venait d'étaler sur mon plan de travail. Les jardins d'Arcadie, les Hespérides, la résidence du Soleil d'Or, tous ornés de photos de retraités aux cheveux blancs, jouant au Scrabble ou faisant du yoga doux. Célia, ce sont des résidences pour personnes âgées. Ce sont des résidences pour seniors actifs, avec d'excellentes prestations et des partenariats médicaux, l'a corrigé Célia. Béatrice a sélectionné plusieurs options avant de venir. Béatrice avait sélectionné des options sans me consulter, naturellement. Car il était désormais évident que Béatrice Vanneau avait été bombardée ministre de mes choix résidentiels. Quelle délicatesse. J'ignorais que cela relevait de ses prérogatives. Le sourire de Béatrice s'est figé. Sylvie, j'observe ta famille se débattre avec ses décisions depuis des mois. Bastien se ronge les sangs pour ton jugement. Célia s'épuise à jongler entre ses propres responsabilités et l'inquiétude que tu lui causes. Quelque chose doit changer. Tu as tout à fait raison. Quelque chose doit changer. Elles se sont redressées, pensant visiblement avoir percé ma carapace. Ce qui doit changer, c'est cette conviction absolue que je dois être managé par un comité de direction. J'ai 64 ans, pas 94. J'ai fait des études supérieures, j'ai l'expérience des affaires et j'ai plus de capital que la plupart des gens n'oseraient en rêver. Je n'ai certainement pas besoin que Béatrice Vanneau épluche les catalogues de résidences seniors pour moi. Le masque de sollicitude de Béatrice s'est lézardé. Quelqu'un doit bien t'apporter un peu de recul sur ses décisions. Tu n'as manifestement plus les idées claires. Parce que j'ai acheté une maison que tu n'aurais pas choisie à ma place. Parce que tu as acheté une maison qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une vie, sans en parler à ceux qui se soucient de toi. J'en ai discuté avec la seule personne dont l'opinion compte. Moi. Célia a tenté une autre approche, adoucissant sa voix. Belle maman, nous ne cherchons pas à vous contrôler. Nous voulons vous soutenir.
Mais ces récents bouleversements sont alarmants. Ce secret autour de l'héritage de tante Hélène, l'achat de cette villa, la façon dont vous prenez vos distances avec la famille. Prendre mes distances avec la famille? Célia, à quand remonte la dernière fois où vous m'avez convié à une activité qui n'était pas entièrement calquée sur vos propres convenances? Nous vous invitons à tout. Vous m'invitez une fois que tout est bouclé, aux horaires qui vous arrangent, pour faire ce que vous avez décidé. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un m'a demandé ce que j'avais envie de faire ou d'aller? Aucune des deux n'a répondu. Laissez-moi vous faire gagner du temps, Béatrice. Je ne vais pas emménager dans une résidence pour seniors actifs. Je ne vais pas me soumettre à un audit sur mes décisions financières. Et je refuse de feindre que cette discussion porte sur mon bien-être alors qu'elle ne révèle que votre profond inconfort face à mon indépendance. Le vernis de bienveillance de Béatrice a fini de s'écailler. Ton indépendance? Tu te comportes de manière égoïste et irresponsable, Sylvie. Des gens comptent sur toi. Des gens qui ont construit leur vie autour de certaines attentes. Quelles attentes? Que tu suis une présence raisonnable et fiable. Que tu prennes des décisions qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs sentiments. Que tu te comportes comme l'adulte mûr dont ils ont besoin, et non comme une adolescente rebelle qui s'achète des voitures de sport et se fait tatouer. J'ai failli m'esclaffer à l'idée de moi en adolescente rebelle. Béatrice, j'ai acheté une maison avec mon propre argent. En quoi cela entrave-t-il exactement tes besoins et tes sentiments? Cela entrave notre capacité à planifier l'avenir. À savoir que tu es installé en sécurité et que tu ne vas pas multiplier les coups de tête qui risquent de rejaillir sur nous tous. Nous voilà, le cœur du réacteur. Ni ma sécurité ni mon bien-être, seulement leur besoin viscéral de contrôler mes choix afin de pouvoir me caser dans le rôle qu'elle m'avait assigné. Je vois. Il s'agit donc de votre confort, pas du mien. Célia est intervenue, sentant que sa mère en avait trop dit. Il s'agit de la famille, belle maman. Une famille prend ses décisions ensemble. Elle ménage les sensibilités de chacun. Elle ne disparaît pas un week-end pour revenir avec un titre de propriété d'1 million de dollars. Célia, quand Bastien et vous avez acheté votre maison, avez-vous sollicité mon avis? C'est différent. Oh quoi? Parce que vous êtes notre mère. Nous avons besoin de trouver en vous de la stabilité et de la constance. Et je vous en ai fourni pendant toute votre vie d'adulte. Mais la stabilité ne signifie pas que je doive me figer dans la naphtaline. Et la constance ne veut pas dire que je n'ai plus le droit d'évoluer. Je ne suis pas un meuble, Célia. Je suis une personne avec ses propres rêves et ses propres ambitions. Le silence s'est alourdi, poisseux et glacial. Finalement, Béatrice a rassemblé ses brochures avec des gestes secs et s'est levée. Très bien, Sylvie. Je vois que tu es résolue à foncer dans le mur. Mais quand cette maison sera devenue un boulet, quand la solitude te rongera, quand tu réaliseras que l'indépendance n'est pas synonyme de bonheur, n'espère pas que la famille viendra ramasser des pots cassés. Je n'y songeais même pas, Béatrice. Après leur départ, je suis resté dans ma sublime cuisine, contemplant mon horizon bleu, repensant aux paroles de Béatrice. Elle avait probablement raison sur un point. L'indépendance n'est pas toujours synonyme de bonheur. Mais pour la première fois depuis une éternité, j'avais l'opportunité de découvrir à quoi ressemblait ma propre version du bonheur. Et cela valait bien toutes les approbations familiales de la terre. 2 semaines après la pitoyable tentative d'intervention de Béatrice, j'ai fait une découverte qui a pulvérisé tout ce que je croyais savoir sur la santé financière de ma famille. Je vidais le vieux bureau de mon mari, enfin prête à affronter la paperasse que j'évitais soigneusement depuis 3 ans. Lorsque je suis tombé sur une chemise cartonnée, dissimulée derrière des garanties d'électroménager obsolètes. Sur l'onglet, on pouvait lire « Bastien, confidentiel », écrit avec l'écriture appliquée de mon défunt époux. À l'intérieur, des relevés bancaires, des dossiers de crédit à la consommation et des courriers qui dressaient un portrait radicalement opposé de la prétendue stabilité financière de mon fils. Bastien croulait sous 30 000 € de dettes de carte de crédit,
Il avait 3 mois de retard sur son prêt immobilier. Et plus effroyable encore, il avait contracté un second emprunt en utilisant mon nom comme garant, imitant ma signature sur des documents datés d'à peine 2 mois après l'enterrement de son père. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en cuir de mon mari, fixant les preuves de la trahison de mon fils, avec l'impression glaçante de lire le dossier d'un étranger. Le Bastien que je connaissais était responsable, économe, héritier de la rigueur comptable paternelle. Ce Bastien-là était aux abois, imprudent, et apparemment prêt à commettre un délit de fraude pour éponger ses dettes. Mais le pire n'était pas l'argent, c'étaient les dates. Chacune des tempêtes financières documentées dans ce dossier coïncidait au mois près avec l'une des mystérieuses urgences médicales de Béatrice Vanneau. Chaque aller-retour précipité à Bordeaux, chaque anniversaire annulé, chaque repas de famille reporté pour s'accommoder aux besoins de Béatrice. Tout cela survenait exactement au moment où les comptes de Bastien plongeaient dans le rouge. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de maître Marc Roche, le notaire de tante Hélène. « Marc, j'ai besoin que vous fassiez une enquête approfondie sur tout ce qui est rattaché à mon nom. Je crains que quelqu'un ait usurpé mon identité pour contracter des prêts. » 3 heures plus tard, le tableau était complet. Non seulement Bastien avait falsifié ma signature pour son second crédit immobilier, mais il avait aussi souscrit 2 cartes de crédit à mon nom et obtenu un prêt personnel en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Ma cote de crédit, que je n'avais pas vérifiée depuis des années, était passée d'excellente à tout juste passable. On a sonné à la porte pile au moment où je finissais d'éplucher le rapport. Par la fenêtre, j'ai aperçu la BMW grise de Célia dans mon allée. Elle se tenait sur le perron, l'air fébrile, triturant un petit sac cadeau. « Belle maman, j'espère que je ne vous dérange pas. Je vous ai rapporté une petite chose de Bordeaux, en signe de paix. » Je l'ai fait entrer. Intrigué par ce revirement stratégique, j'ai pris le sac qu'elle me tendait avec un sourire de façade. À l'intérieur, une boule à neige ringarde représentant la place de la Bourse à Bordeaux, accompagnée d'une carte. « Je pense à toi, Béatrice. » Béatrice m'a demandé de vous l'apporter. Elle s'en veut pour la tournure comprise des choses d'autre jour. Quelle délicatesse! J'ai posé la boule à neige sur la console de l'entrée. Un café? J'espérais surtout qu'on pourrait reparler de la maison, mais aussi d'autres choses. Nous nous sommes installés dans le salon. Célia s'est assise sur le bord extrême de mon nouveau canapé, comme prête à bondir vers la sortie. « Belle maman, je vous dois des excuses. Béatrice et moi, nous avons peut-être réagi de manière excessive pour la maison. Peut-être. C'est l'euphémisme de l'année. C'est juste que Bastien est très stressé en ce moment. Et quand vous avez acheté cette villa sans rien lui dire, il s'est effondré. Stressé par quoi? L'expression soigneusement maîtrisée de Célia a vacillé. Le travail, la pression habituelle. Vous savez ce que c'est avec l'argent. Oh oui, je savais. Apparemment bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Célia, depuis quand es-tu au courant des problèmes financiers de Bastien? Le sang a déserté son visage. Quels problèmes financiers? Les dettes de cartes de crédit. Les mensualités de prêts en retard. Les emprunts qu'il a contractés à mon nom en falsifiant ma signature. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et son regard fuyant hurlait le contraire. Célia savait parfaitement de quoi je parlais. Des signatures imitées, Célia. L'usurpation d'identité. Le fait que chacune des urgences médicales de Béatrice coïncide miraculeusement avec les moments où Bastien cherchait désespérément à éviter de parler d'argent. La contenance de Célia a volé en éclats. Il ne voulait pas que ça aille si loin. Ça a commencé petit, juste une carte de crédit pour passer un cap difficile et puis... Ma mère est vraiment tombée malade. Et les frais médicaux? Quels frais médicaux? Béatrice a une excellente mutuelle. Pas pour les traitements dont elle avait besoin. Des thérapies expérimentales, des spécialistes hors de prix. Bastien s'est senti redevable parce qu'elle a toujours été si présente pour nous. Je l'ai fixée intensément. Les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes après les autres, dans un fracas assourdissant. Célia,
Combien d'argent exactement Bastien a-t-il donné à ta mère? Ce n'est pas donné, c'est un investissement. Un investissement dans quoi? Ma mère a des contacts dans la recherche médicale. Elle a aidé Bastien à investir dans des essais cliniques très prometteurs pour sa pathologie. Quand les résultats seront validés, nous récupérerons notre mise, avec une énorme plus-value. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Célia, Béatrice Vanneau n'a aucun contact dans la recherche médicale. Elle était chef de bureau dans une agence d'assurance avant de prendre sa retraite. Non, c'est faux. Elle a des amis qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Elle nous a montré les études, des projections de rentabilité. Elle vous a montré de faux documents pour convaincre Bastien de lui soutirer de l'argent. De l'argent qu'il n'avait pas, de l'argent qu'il m'a volé pour le lui donner. Célia s'est levée d'un bond. C'est un mensonge, ma mère ne ferait jamais ça. Elle est comme une mère pour moi. Une mère qui t'a convaincu de laisser ton mari commettre des délits financiers graves? Célia. Bastien a fait de l'usurpation d'identité. Il a produit des faux en écriture. Il a saccagé mon dossier bancaire pour financer le train de vie de Béatrice. Non, non. Ma mère ne ferait pas ça. Elle se soucie de notre famille. Béatrice Vanneau siphonne méthodiquement les ressources de ta famille depuis des années, tout en se faisant passer pour votre bienfaitrice. Chaque urgence, chaque crise, chaque appel de fonds désespéré, tout a été minutieusement orchestré. Célia reculait vers la porte d'entrée. Il faut que j'y aille. Cette conversation, vous n'avez plus toute votre tête. Le stress du déménagement, l'isolement. Célia, attends! Mais elle était déjà dehors, abandonnant la boule à neige sur la console et me laissant avec une certitude de plus en plus écrasante. Le malheur qui frappait ma famille était infiniment plus profond et venimeux que je n'avais jamais imaginé. J'ai repris mon téléphone et rappelé Marc Roche. Marc, il me faut une enquête complète sur une personne. Béatrice Vanneau, environ 70 ans. Dernière adresse connue à Bordeaux. Je veux tout savoir sur son historique bancaire, ses liens familiaux et le moindre de ses antécédents judiciaires. Puis-je savoir pourquoi, Sylvie? Parce que je suis convaincu qu'elle orchestre une escroquerie de grande ampleur contre ma famille et que mon fils m'a volé pour la financer. 2 heures plus tard, l'appel de Marc m'a donné la nausée. Béatrice Vanneau n'était pas Béatrice Vanneau. Béatrice Vanneau était en réalité Béatrice Vasseur. Une femme avec un casier judiciaire long comme le bras, s'étendant sur 3 régions différentes et 20 années d'activité. L'enquête de Marc mettait en lumière un mode opératoire aussi fascinant que terrifiant. Depuis le début des années 2000, Béatrice ciblait des familles disposant de parents âgés et d'un patrimoine conséquent. Sa méthode était immuable. Se lier d'amitié avec une jeune femme issue d'un milieu aisé, s'imposer peu à peu comme une figure maternelle indispensable, puis orchestrer un flux continu de crises médicales ou financières nécessitant des investissements ou des prêts toujours plus exorbitants. Elle a été arrêtée à 2 reprises, m'a expliqué Marc. Une fois en Normandie en 2018, pour abus de faiblesse sur personnes âgées, et une autre fois à Strasbourg en 2015 pour fraude à l'assurance. Les 2 affaires ont été classées sans suite, faute de preuves irréfutables, ou suite à des arrangements à l'amiable. Et sa relation avec Célia et Bastien, depuis quand? D'après les relevés que vous m'avez fournis, le premier emprunt de votre fils date de septembre 2019. C'est exactement le mois où la première urgence médicale de Béatrice a fait son apparition dans votre calendrier familial. 4 ans. Béatrice détruisait méthodiquement la vie de mon fils depuis 4 ans. Et j'avais été tellement occupé à penser des blessures de mes anniversaires oubliés que je n'avais rien vu venir. Marc, il faut que je sache. Combien d'argent Bastien lui a-t-il donné au total? Si l'on compile les crédits et les relevés bancaires, on avoisine les 80 000 euros. Mais Sylvie, il y a autre chose que vous devez savoir. Mon cœur a raté un battement. Quoi donc? Béatrice Vasseur ne travaille pas seule. Elle a un complice. Quelqu'un qui l'aide à repérer et à infiltrer les familles cibles. Quelqu'un qui a un accès direct aux informations personnelles et à l'intimité du foyer. Je suis encore en train de fouiller, mais cette personne lui a fourni un dossier ultra détaillé sur vos finances, votre psychologie, votre dynamique avec Bastien et Célia.
Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était une opération paramétrée au millimètre. Après avoir raccroché, je suis resté prostré dans la pénombre de mon salon, les yeux fixés sur la mer Noire, essayant de digérer l'horreur de la situation. Mon fils n'était pas un monstre, il était une victime. Il avait été manipulé, broyé par une prédatrice professionnelle qui avait passé des années à s'implanter comme le pilier de leur foyer. Mais cela n'excusait ni l'usurpation d'identité, ni les faux en écriture, ni les mensonges. La véritable question était: qui aidait Béatrice à pirater notre intimité? Mon téléphone a sonné. Bastien. Maman, il faut que je te parle. Tu peux venir? C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer par téléphone. S'il te plaît, viens. Et viens seul. 20 minutes plus tard, j'étais dans le salon de Bastien et Célia, dévisageant le visage ravagé de mon fils. Comment avais-je pu être aveugle à ce point face à sa détresse? Maman, a-t-il murmuré, la voix brisée. Il faut que je te dise quelque chose, et tu vas me haïr. Et c'est toujours. J'ai pioché dans tes comptes. J'ai falsifié ta signature sur des dossiers de crédit. J'ai utilisé ton nom sans ta permission. Je me suis laissé choir lourdement sur son canapé. Combien, Bastien? Tout. Le prêt de la maison, les cartes, les crédits conso. Presque 80 000 € en tout. Pourquoi? Il s'est effondré dans son fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. Béatrice avait besoin d'aide pour ses traitements. Des protocoles expérimentaux que la Sécu et sa mutuelle refusaient de prendre en charge. Elle m'a montré les études cliniques, les résultats espérés. C'était censé être temporaire, juste le temps que ces recours administratifs aboutissent. Bastien, Béatrice Vanneau n'est pas celle qu'elle prétend être. Il a relevé la tête, les yeux rougis. Comment ça? De quoi tu parles? Je lui ai déballé tout ce que Marc avait découvert. La fausse identité, le casier judiciaire, le mode opératoire consistant à vampiriser les familles aisées. Le visage de Bastien se vidait de son sang à chaque nouvelle révélation. C'est impossible. Béatrice fait partie de notre vie depuis des années. C'est elle qui m'a présenté Célia. C'est elle qui a poussé Célia à reprendre ses études. Elle était là à chaque anniversaire, à chaque Noël. Elle t'a présenté Célia lors d'un colloque pour conseiller financier, lui ai-je rappelé. Célia y représentait son entreprise, et Béatrice a fait des présentations parce qu'elle pensait que vous feriez un beau couple. Les pièces du puzzle se sont soudainement imbriquées dans son esprit. J'ai vu le déclic se produire, froid et tranchant, dans son regard. Bastien, c'était quel genre de colloque? Planification patrimoniale et transmission pour les seniors. Béatrice disait qu'elle y assistait en tant que consultante. As-tu rencontré Célia avant ou après le diagnostic de ton père? Juste avant. Pourquoi? Mon Dieu. Le visage de Bastien est devenu d'une pâleur cadavérique. Tu crois que Béatrice a ciblé notre famille à cause de la maladie de papa? Je crois que Béatrice a étudié notre famille sous toutes les coutures avant d'orchestrer cette fameuse rencontre fortuite. Elle savait que ton père était condamné, elle savait que j'allais hériter, elle savait que tu seras en position de gérer mes finances après sa disparition. Bastien s'est levé d'un bond et s'est mis à faire les 100 pas devant la baie vitrée. Célia ne sait rien, c'est impossible. Elle l'adore, elle lui fait une confiance aveugle. Ou alors, Célia travaille avec elle. Non! Bastien a fait volte-face. Maman, tu ne peux pas penser une chose pareille. Célia m'aime. Elle aime la vie qu'on a construite. Bastien, que sait exactement Célia de ta situation financière? Elle sait qu'on a aidé Béatrice pour les frais médicaux. Elle ne sait rien pour les emprunts, les fausses signatures, l'usurpation d'identité. Elle ne sait pas ce que je nous ai fait. Le bruit du moteur de la voiture de Célia s'engageant dans l'allée nous a interrompus. Bastien a de nouveau blêmi. Ne lui dis pas qu'on en a parlé. Pas encore. J'ai besoin de temps pour lui expliquer. Bastien, nous n'avons plus le temps. Béatrice dirige une escroquerie de haut vol et Célia pourrait bien être de mèche. Elle n'en fait pas partie. C'est impossible.
La porte d'entrée s'est ouverte et Célia a fait irruption, les bras chargés de sacs de course, arborant un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Belle maman, je ne savais pas que vous étiez là. Quelle bonne surprise. » Elle avait l'air nerveuse. Beaucoup trop nerveuse pour une femme qui tombe simplement sur sa belle-mère à l'improviste. « Bonjour Célia. Bastien et moi parlions des finances familiales. » Oh, son sourire a vacillé. J'espère que ce n'est rien de grave. Assez grave, en fait. Nous parlions des frais médicaux de Béatrice et de l'impact que cela a sur votre budget. Célia jetait un regard à Bastien, qui l'observait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Maman traverse une période très difficile, » a dit Célia avec prudence. Nous essayons juste de l'épauler. « Bien sûr. C'est admirable que vous ayez pu financer ces traitements expérimentaux. Les traitements donnent d'excellents résultats, a-t-elle insisté. Maman dit que les professeurs sont très optimistes. Quel professeur exactement? Nouveau regard vers Bastien. Je ne retiens pas leur nom. C'est maman qui gère tous ces rendez-vous. Le centre de recherche est à Lyon, je crois, ou peut-être Marseille. C'est elle qui s'y rend la plupart du temps. Chaque réponse était floue, fuyante, calibrée pour tuer la conversation dans l'œuf. J'ai regardé mon fils, espérant de toutes mes forces qu'il voyait enfin ce qui crevait les yeux. Bastien dévisageait sa femme comme s'il ne l'avait jamais rencontrée. Cette nuit-là, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai épluché les réseaux sociaux de Célia avec la minutie d'un détective privé. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Son compte Instagram était les 5 années de bonheur familial parfaitement mises en scène. Mais en scrutant la chronologie, un détail clochait cruellement. Les premières photos d'elle et Bastien dataient d'octobre 2019. Pourtant, il racontait à qui voulait l'entendre qu'ils s'étaient rencontrés lors de ce colloque en juin 2019. Où étaient les photos des débuts? Les verres en terrasse, les regards complices des premiers mois. À la place, leur histoire numérique commençait abruptement avec des clichés où ils ressemblaient déjà à un vieux couple installé. Des dîners de famille où Béatrice trônait systématiquement au premier plan. Des réveillons de Noël où Béatrice était le centre névralgique de l'attention. Des essayages de robes de mariée où Béatrice s'impliquait davantage que les propres mères des mariés. J'ai ensuite basculé sur le profil Facebook de Béatrice. Sa biographie affirmait qu'elle avait toujours vécu à Bordeaux. Mais les photos où elle était identifiée racontaient une toute autre épopée. Des clichés en Normandie, en Alsace, à Marseille. Tout s'étalait sur les 10 dernières années. Toujours entourée de familles différentes. Toujours dans la posture de la confidente indispensable ou de la grand-mère de cœur. Dans un album intitulé « Ma famille normande », Béatrice célébrait Noël avec un couple et leur fille adolescente. Elle portait très exactement le même collier de perles que lors du mariage de Bastien et Célia. Dans un album alsacien, elle posait lors d'une remise de diplôme, entourée d'étudiants qui l'appelaient « Mamie Béa ». Le schéma devenait aveuglant, pour peu qu'on sache quoi chercher. Béatrice s'infiltrait, se rendait indispensable, vampirisait les comptes en banque, puis s'évaporait pour recommencer ailleurs. Mais le rôle exact de Célia restait flou. Était-elle une victime collatérale comme Bastien ou l'architecte du piège? La réponse est tombée à 23h30, lorsque mon système d'alarme m'a signalé une présence dans l'allée. À travers les persiennes, j'ai vu la voiture de Célia, moteur tournant, phare éteint. Elle est restée dans l'habitacle plusieurs minutes, visiblement en pleine conversation téléphonique. Puis elle est sortie et a contourné la maison vers la terrasse. Dissimulée dans l'obscurité de mon salon, je l'ai regardée forcer la baie vitrée de la cuisine. Constatant que la serrure tenait bon, elle a sorti son téléphone et a passé un nouvel appel. Sa gestuelle trahissait une frustration nerveuse. Au bout de 10 minutes, elle a regagné sa voiture et a disparu dans la nuit. Le lendemain, à la première heure, j'ai appelé Marc Roche. « Marc, j'ai besoin que vous enquêtiez sur Célia Morel. C'est son nom de jeune fille. » « Une raison particulière, Sylvie ? Je pense qu'elle pourrait être la complice de Béatrice Vasseur. J'ai besoin de savoir si Célia est bien celle qu'elle prétend être. » Les résultats sont tombés dans l'après-midi, confirmant mes pires cauchemars.
Célia Morel n'avait jamais travaillé pour le cabinet financier qu'elle prétendait représenter. Son diplôme de commerce était un faux. Son parcours professionnel, une pure invention. Même son âge était un mensonge. Elle avait 38 ans, pas 32. Mais le coup de grâce fut géographique. Célia Morel résidait à Strasbourg en 2015, dans la ville même où Béatrice Vasseur avait été interpellée pour fraude à l'assurance. « Sylvie !» a lâché Marc d'une voix blanche au téléphone. « Je crois que votre belle-fille est la fille biologique de Béatrice Vasseur. » La pièce s'est mise à tanguer. Sa fille ? Béatrice Vasseur a une fille prénommée Célia Vasseur, née en 1985. La description physique correspond trait pour trait à votre belle-fille. Elles opèrent en tandem depuis au moins 8 ans, probablement plus. Je me suis effondré sur un tabouret de cuisine, fixant l'horizon marin, pendant que mon monde achevait de s'écrouler. Bastien n'avait pas été choisi au hasard. Il avait été traqué, ferré et mis en coupe réglée par 2 prédatrices professionnelles qui avaient passé des mois, peut-être des années, à disséquer notre famille, repérer nos failles et se positionner pour piller notre patrimoine. La femme dont il était tombé amoureux, qu'il avait épousée, avec qui il construisait sa vie, était une pure fiction. Pire qu'une fiction. C'était un parasite qui dévorait son avenir tout en lui murmurant des mots d'amour. Mon téléphone a sonné. Bastien. « Maman, il y a un problème. Célia est partie très tôt ce matin et elle n'est pas rentrée. Elle ne répond plus. J'ai fouillé dans la commode de la chambre et j'ai trouvé des papiers. Je crois qu'il faut que tu vois ça. » Quel genre de papiers ? Des relevés de comptes que je ne connaissais pas. Des extraits de la Banque de France à mon nom pour des crédits que je n'ai jamais contractés. Et des photos, maman. Des photos de notre maison, de nos voitures, le testament de papa. C'est comme si elle avait documenté toute notre vie. Bastien, ne touche plus à rien. Ne déplace rien. N'essaie pas d'appeler Célia. Ne fais rien jusqu'à ce que je sois là. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'expliquerai tout en arrivant. Mais Bastien, prépare-toi au pire. Célia n'est pas la femme que tu crois. Quand je suis arrivé chez Bastien, il m'a ouvert la porte avec un visage qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Il tenait à la main une épaisse chemise cartonnée. C'était le dossier d'instruction de Célia. La preuve irréfutable qu'elle fichait méthodiquement nos actifs, nos habitudes et nos faiblesses depuis le premier jour. Des relevés bancaires attestant de virements réguliers vers des comptes au nom de Béatrice. Des photos de nos polices d'assurance, de nos portefeuilles d'actions, d'actes notariés. Il y avait même des clichés de moi lors de repas de famille, annotés avec des observations glaçantes sur ma psychologie, ma relation fusionnelle avec Bastien et mon accès potentiel au capital. Mais le coup de poignard final était une lettre manuscrite, rédigée avec l'écriture élégante de Célia. « Maman ?» L'affaire Moncler se déroule encore mieux que prévu. Bastien me mange dans la main et ne se doute de rien pour les crédits. La mère est plus méfiante qu'on ne le pensait, mais son récent achat immobilier prouve qu'elle dispose de liquidités cachées très importantes. Il faut qu'on accélère le calendrier avant qu'elle ne commence à poser trop de questions. L'héritage de la tante est bien plus colossal que nos estimations. Si on arrive à siphonner ses fonds, ce sera notre plus gros coup. Bastien a lu la lettre, les mains tremblantes. Quand il a levé les yeux vers moi, son regard n'était plus qu'un gouffre de trahison et de douleur. Elle ne m'a jamais aimé. Jamais, n'est-ce pas ? Non, mon chéri. Je ne crois pas que l'amour ait jamais fait partie de l'équation. Tout notre mariage était une escroquerie. J'en ai bien peur. Il a froissé la lettre et l'a balancée contre le mur avec rage. Comment j'ai pu être aussi stupide ? Comment j'ai pu ne rien voir ? Parce que tu es un homme bon et que tu as fait confiance à la femme que tu aimais. Ce n'est pas de la stupidité, Bastien. C'est simplement de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on contre-attaque. Le lendemain matin, j'ai appelé la capitaine Élise Renard de la brigade financière de la police judiciaire de Marseille.
Capitaine Renard, je souhaite signaler une escroquerie en bande organisée en cours, impliquant usurpation d'identité, faux et usage de faux, et ce que je soupçonne être un binôme mère-fille de prédatrice professionnelle. Moins de 2 heures plus tard, elle était assise dans mon salon, épluchant le dossier de Marc Roche et les documents que Bastien avait trouvés dans la commode de Célia. « Madame Monclerc », a dit la capitaine en prenant des notes frénétiques, « on est face à du lourd. Le niveau de préparation et de documentation prouve qu'elles n'en sont pas à leur coup d'essai. Mon notaire a trouvé des traces de modus operandi similaires en Normandie et en Alsace. Nous allons faire le lien avec ces parquets. Mais d'abord, la question à 1 million. Savez-vous où se trouvent Célia et Béatrice en ce moment? Célia s'est volatilisée hier matin. Béatrice est censée être à Bordeaux, mais j'en doute fort. La capitaine Renard a tapoté sur sa tablette. Il va falloir agir vite. Si elles sentent que le vent tourne, elles vont liquider tout ce qu'elles peuvent et s'évaporer dans la nature. L'après-midi même, Bastien et moi étions à la banque pour geler l'intégralité des comptes et faire opposition sur toutes les transactions frauduleuses. Le processus était un cauchemar administratif, car Bastien avait bel et bien signé certains documents, même s'il l'avait fait sous l'emprise du mensonge. « Monsieur Monclerc », a soupiré le directeur d'agence, « plusieurs de ces opérations seront très complexes à annuler, car votre signature y figure. La justice devra trancher sur le vice de consentement. » « Combien peut-on espérer récupérer ?» ai-je demandé. « Probablement autour de 60% des sommes détournées. Pour le reste, tout dépendra de la saisie de leurs avoirs, si la police parvient à les retrouver. » Bastien a baissé la tête, anéanti. J'ai donc perdu plus de 30 000 € pour toujours. C'est une possibilité, hélas. Mais Madame Monclerc, le directeur a baissé la voix. Il y a autre chose. Hier après-midi, quelqu'un a tenté d'accéder à vos comptes personnels en présentant une procuration falsifiée. J'ai senti la sueur perler dans mon dos. Quel genre d'accès? Ils ont tenté de virer 500 000 € de votre portefeuille d'investissement vers une banque offshore. Nos protocoles de sécurité ont bloqué l'opération, mais c'était une tentative extrêmement sophistiquée. La capitaine Renard a levé les yeux de son carnet. Elles passent à la vitesse supérieure. Elles savent que le piège se referme. Elles tentent le tout pour le tout avant de disparaître. Le soir même, alors que je regardais le crépuscule embraser la Méditerranée depuis ma terrasse, mon téléphone a vibré. Un numéro masqué. Allô? Bonsoir Sylvie. La voix de Béatrice était calme, presque cordiale. Béatrice, ou devrais-je dire, Béatrice Vasseur. Un petit rire cristallin. Tu as bien travaillé. Je suis impressionné. La plupart de nos proies ne comprennent que lorsqu'il est trop tard. La plupart de vos proies? Combien de familles avez-vous détruites? Peu importe. Ce qui importe, c'est que toi et moi devons discuter affaires. Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à vous dire. Oh que si, Sylvie. Tu vois, tu m'as créé un sérieux contretemps. La police, les comptes gelés, l'enquête. Ça complique sérieusement nos plans, à Célia et moi. Tant mieux. Non, ce n'est pas tant mieux. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, Sylvie. Je sais des choses sur ta famille que tu ignores. Des choses qui feraient grand bruit si elles venaient à s'ébruiter. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. Quel genre de choses? Les affaires de ton défunt mari, par exemple. Des montages fiscaux particulièrement créatifs. Des partenariats occultes qui n'étaient pas tout à fait légaux. Tu veux que je partage ces petits détails avec l'administration fiscale? Ou avec la presse locale? C'est du bluff. Vraiment, Sylvie? Tu ne t'es jamais demandé comment ton mari avait pu te laisser un héritage aussi confortable? Tu ne t'es jamais demandé d'où venait tout cet argent? La nausée m'a prise aux tripes. Mon mari était un homme intègre. Ton mari était un fraudeur de haut vol qui a utilisé des sociétés écrans pour planquer ses revenus pendant 15 ans. J'ai un dossier complet qui pulvériserait sa mémoire et qui te vaudrait un redressement fiscal abyssal. Ton patrimoine y passerait, Sylvie. La pièce s'est mise à tourner. Que voulez-vous? Je veux que tu fasses lever l'enquête. Je veux que les comptes soient débloqués. Et je veux un chèque de banque de 300 000 € en guise de dédommagement. Sinon, je lâche les chiens.
La réputation de ta famille sera anéantie, et ton fils finira probablement devant un juge comme complice des fraudes de son père. Bastien ne savait rien des affaires de son père. Il a signé des tas de papiers au fil des ans. Des procurations, des statuts de société, des déclarations fiscales. Si je lâche ce dossier, il plongera avec toi. Mes mains tremblaient. Vous aviez prévu ça depuis le début. Je prévois toujours tout, Sylvie. C'est pour ça que je suis la meilleure dans ma branche. Tu paies, Célia et moi disparaissons, et les secrets de ta famille restent enfouis. Tout le monde y gagne. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Je t'appellerai demain à la même heure, avec les instructions pour le transfert. Elle a raccroché. Je suis resté dans le noir pendant un temps infini, confronté au choix le plus crucial de mon existence. Quel genre de femme étais-je devenue? L'ancienne Sylvie aurait payé. Elle aurait protégé la réputation de la famille à n'importe quel prix. Elle aurait sacrifié son héritage pour sauver Bastien du scandale. Mais la nouvelle Sylvie, celle qui venait de s'offrir une villa à 800 000 € et qui venait de découvrir sa propre puissance, avait une toute autre idée en tête. J'ai appelé la capitaine Renard. Capitaine, je viens de subir une tentative d'extorsion de fonds de la part de Béatrice Vasseur. Je crois qu'il est temps de l'y tendre un piège. Le dispositif que nous avons mis en place était d'une simplicité redoutable. La police a installé un système d'écoute sur ma ligne pour enregistrer l'ultime appel de Béatrice. En parallèle, des équipes ont été déployées sur les 3 points de chute potentiels où elle pourrait tenter de récupérer les fonds. Mais avant cela, j'ai dû affronter la conversation la plus douloureuse de ma vie avec mon fils. Il y a des choses sur les affaires de ton père que tu dois savoir. Nous étions assis dans mon salon, la lumière dorée du crépuscule baignant la pièce, pendant que je lui déballais la vérité. L'évasion fiscale, les sociétés écrans, les montages financiers illicites sur lesquels reposait notre fortune familiale. Je l'ai découvert 2 ans avant sa mort, lui ai-je avoué. Ton père était terrifié à l'idée qu'un contrôle fiscal ne fasse tout s'écrouler. Il a passé ces dernières années à essayer de blanchir cet argent via des investissements immobiliers et des dons défiscalisés. Bastien est resté muet de stupeur. Tu savais, pendant qu'il était en vie? Non. Pas avant la toute fin. Je gérais la paperasse officielle, mais il cloisonnait les activités occultes. J'ai signé des documents sans en comprendre la portée. Exactement comme tu l'as fait avec Célia. C'est un cauchemar, a soufflé Bastien. On va aller en prison, maman. Je n'en sais rien. Mais je refuse de céder au chantage pour l'éviter. Quelles que soient les conséquences, nous les affronterons la tête haute. Le soir venu, Béatrice a appelé à la minute près. La capitaine Renard écoutait depuis la pièce voisine, les bandes magnétiques enregistrant chaque syllabe. J'ai laissé Béatrice dérouler ses menaces une dernière fois. Alors, Sylvie, as-tu pris ta décision? Oui. La réponse est non. Un silence glacial. Je crois que tu ne mesures pas les conséquences de ton refus. Je les mesure parfaitement. Vous allez balancer le dossier fiscal de mon mari à la presse. Vous allez tenter d'impliquer Bastien dans des délits qu'il n'a pas commis. Vous réussirez peut-être. Vous détruirez peut-être notre réputation, et cela nous coûtera probablement une fortune en redressement. Alors pourquoi refuses-tu de payer? Parce que j'ai fini d'avoir peur, Béatrice. J'en ai assez d'être contrôlé par la menace et la manipulation. Si mon mari a fraudé, nous en paierons le prix. Si Bastien et moi devons affronter la justice ou le fisc, nous le ferons. Mais je ne vous donnerai pas 1 centime de plus pour maintenir l'illusion d'une vie de famille parfaite. Tu fais une erreur monumentale, Sylvie. C'est possible, mais c'est mon erreur. Tu vas le regretter. J'en doute. Tu vois, Béatrice, tu as fait une erreur d'évaluation fatale en ciblant notre famille. Tu as cru que j'accordais plus de prix à ma réputation qu'à ma dignité. Tu t'es lourdement trompé. J'ai raccroché. Dans les heures qui ont suivi, Béatrice a mis ses menaces à exécution. La rédaction du journal régional a reçu un dossier anonyme détaillant les montages financiers de mon mari. L'administration fiscale a reçu le même colis. Bastien et moi avons passé les semaines suivantes enfermés avec des avocats pénalistes, des experts comptables et des inspecteurs des impôts. La facture fut salée. J'ai dû régler 220 000 € de redressement fiscal et de pénalités de retard.
Bastien a frôlé la mise en examen pour complicité, bien que notre avocat ait réussi à prouver que son ignorance des montages le protégeait pénalement. Mais un miracle inattendu a émergé de ce chaos judiciaire et financier. Bastien et moi nous sommes rapprochés comme nous ne l'avions pas été depuis des décennies. Débarrassés du poison des secrets, libérés de l'emprise toxique de Célia et Béatrice, nous avons réappris à nous parler. « Pardonne-moi, maman », m'a-t-il dit un soir, adossé à la rambarde de ma terrasse face au soleil couchant. Pour tout. L'usurpation d'identité, les mensonges, la façon dont je t'ai traité, comme si tu étais incapable de gérer ta propre vie. Je te demande pardon aussi, ai-je répondu. D'avoir gardé le secret sur les affaires de ton père, de t'avoir laissé te débattre seul dans la toile de Célia sans rien voir. Tu crois qu'on va s'en remettre? J'en suis certaine. Nous serons moins riches, c'est un fait, mais infiniment plus lucides. On s'en sortira. 3 mois plus tard, la capitaine Renard m'a appelé. On les a serrées à Marseille, m'a-t-elle annoncé. Elles étaient en train de monter la même arnaque sur une riche famille d'armateurs. Le parquet a requis le mandat de dépôt. Elles sont en détention provisoire. Quels sont les chefs d'inculpation? Escroquerie en bande organisée. Usurpation d'identité, chantage, extorsion de fonds. Si elles vont aux assises, elles risquent de très lourdes peines. Et l'argent? On a réussi à geler environ 150 000 € sur divers comptes écrans. Ce n'est pas la totalité, mais c'est déjà ça. Bastien a reconstruit sa vie, brique par brique. Le divorce a été prononcé, à ses torts exclusifs à elle, Célia n'ayant évidemment pas pu se présenter à l'audience depuis sa cellule des Baumettes. Il a vendu la grande maison, gorgée de souvenirs empoisonnés, pour s'acheter un appartement plus modeste, plus proche de chez moi. Moi, j'ai gardé la villa face à la mer. Non pas parce que j'avais besoin de tout cet espace, mais parce qu'elle symbolisait le moment exact où j'avais cessé de m'excuser d'occuper la place qui m'était due. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je me réveille chaque matin dans ma chambre inondée de lumière, face au bleu infini de la Méditerranée. Et je repense aux leçons que Béatrice et sa fille m'ont infligées. Elles m'ont appris que certains prédateurs voient la gentillesse comme une faiblesse, la générosité comme une stupidité, et l'amour filial comme une faille à exploiter. Elles m'ont prouvé que ceux que l'on laisse entrer dans notre intimité peuvent nous détruire, non pas par haine, mais simplement parce qu'ils nous perçoivent comme un guichet de banque, et non comme des êtres humains. Mais par-dessus tout, elles m'ont appris que la dignité ne s'achète pas, et qu'elle ne se préserve pas en fuyant le conflit. La dignité est une chose que l'on s'approprie à l'instant même où l'on refuse de laisser quiconque dicter notre valeur, nos capacités ou nos choix. J'ai 65 ans. Bastien vient dîner 2 fois par semaine. Nous bâtissons une relation fondée sur la vérité nue, et non sur des non-dits étouffants. J'ai recommencé à voyager, je me suis inscrite à des cours d'histoire de l'art, et je me suis fait de nouveaux amis qui me voient comme Sylvie, et non comme la mère de quelqu'un, la veuve de quelqu'un, ou le problème de quelqu'un. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre les coups. C'est simplement de refuser de se faire toute petite, dans un monde qui s'acharne à vous rétrécir. L'achat de cette villa, qui a déclenché l'apocalypse familiale, n'a jamais vraiment été une question d'immobilier. C'était une question d'espace, une façon de m'imposer, d'exiger d'être vu, et d'affirmer mon droit inaliénable à exister en tant qu'individu à part entière, et non comme un accessoire de décor qu'on range dans un coin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, et si le cœur vous en dit, partagez votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix compte. À très bientôt.